Bonjour chers parents et chers enfants, contente de vous retrouver à une semaine environ de la fête de l'Halloween où les enfants se déguisent, se créent des personnages selon leur imaginaire et leur pensée magique, leur pouvoir magique. Eh bien moi je suis une magicienne comme parent pour nommer les incohérences qu'on impose aux enfants dans le système d'éducation. Et un de mes chevals de bataille, c'est le programme d'éducation à la sexualité qui a été établi dès septembre 2024. Alors, j'ai envie de vous partager mon analyse concernant les incohérences du programme d'éducation à la sexualité. Alors, je pars toujours du même document qui est disponible en ligne pour les parents. Je vous le montre. Alors, les contenus obligatoires du programme d'éducation à la sexualité au primaire et préscolaire. Et ensuite, un livre que je recommande à toutes les personnes, tous les adultes qui ont une préoccupation concernant le bien-être des enfants. Alors, c'est le livre qui est sorti en France, maintenant au Québec, L'éducation sexuelle à l'école de Sophie Audugé et de Maurice Berger. Les incohérences que j'ai trouvées dans le programme d'éducation sexualité, eh bien, j'ai fait vraiment les liens avec ce livre-là et je dirais que ça donne tout son sens. Pourquoi que ça n'a pas sa place? Alors, la première question, la première grande incohérence, est-ce qu'un enfant naît sexualisé? Alors ça, c'est une grande incohérence de le considérer comme un être sexuel dès la naissance. Parce que c'est ce qui est dit dans le programme d'éducation en sexualité. Je vais vous lire un extrait qui est à la page 3. Pourquoi c'est contenu dans le thème globalité de la sexualité. La sexualité présente dès la naissance est naturelle et se développe tout au long de la vie à travers les différentes étapes de développement global des enfants, des adolescents et des adultes. Alors, moi je réponds non, et dans les livres que je lis comme celui de Sophie Audugé, c'est non. L'enfant naît avec un sexe, c'est un être sexué. Ça ne veut pas dire qu'il naît avec des organes sexuels, qu'il a des fonctions sexuelles ou une sexualité qui ressemble à celle de l'adulte. Alors, ces organes sexuels lui servent par exemple d'élimination à faire pipi, comme quand on change les couches de notre bébé. On le voit, on prend soin de notre enfant, alors on prend soin de ses besoins de base. Alors, quand j'allaite mon enfant, eh bien, ce n'est pas une stimulation sexuelle, c'est une stimulation orale qui crée son lien d'attachement, son sentiment de sécurité et de calme, évidemment, qui le nourrit et construit son système immunitaire. Alors, tout ça, en fait, vient rompre le développement naturel de l'enfant. Alors, il y a les différents stades de développement de Jean Piaget qu'on parle dans le livre de Sophie Audugé, qui sont dans les tout débuts de son argumentaire, de sa présentation. Puis ça donne du sens pour justement revisiter le programme d'éducation sexualité, parce qu'il devrait avoir en fait la considération que l'enfant prépubère après postpubère. Alors au début, quand on parle d'un enfant, disons qui à l'âge de 3 ans, bien, il y a la pensée magique. Jusqu'à 7 ans, jusqu'à 8 ans, cling! Et oui, la pensée magique de l'enfant, c'est ce qui lui permet de construire ses vérités, de construire ses histoires selon son imaginaire et sa curiosité. Il développe ses propres certitudes et il répond à ses propres questions, puis ça le prépare justement dans le réel, à construire ses connaissances qui sont plus, disons, concrètes, avec la pensée plus, disons, abstraite. Alors, la pensée magique, jusqu'à 7 ans, elle est essentielle à son développement. Mais dans le programme des contenus d'éducation en sexualité, la pensée magique, bien, elle est vue comme des limites. Puis je vais vous lire un autre extrait. Et là, toujours dans le document contenu obligatoire du programme d'éducation en sexualité. Alors là, je suis à la page 8. Ce que c'est dit, les jeunes, ça c'est dans le thème grossesse et naissance,
pourquoi c'est contenu. Alors, ça dit, les jeunes enfants ont toutefois peu de connaissances sur la conception. Plusieurs enfants âgés de moins de 7 ans savent que les bébés grandissent à l'intérieur du ventre ou de l'utérus de la mère, mais peu d'entre eux connaissent les mécanismes de conception, alors c'est-à-dire le pénis qui rentre dans le vagin. Ils rendent compte du spermatozoïde et de l'ovule. Les enfants qui n'acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la naissance inventent leur propre explication, souvent basée sur des mythes. Alors ça, c'est clairement nommé que la pensée magique de l'enfant, qui est sa base pour construire ses propres connaissances, eh bien, c'est vu comme une limite. Alors, la pensée magique limite l'enfant. Quand c'est le contraire, elle va enrichir ses connaissances plus tard. Eh bien, quand je parle de pensée magique, ting, qui est le pouvoir de l'enfance, le pouvoir de son imagination, de sa curiosité, puis qu'après ça, il rentre en période de latence. Quand période de latence, c'est que là, ses pulsions sont un peu plus calmes, sont moins présentes dans son corps, dans ses sens, parce que l'enfant n'est pas un être sexuel, c'est un être de sensorialité. Alors, quand il a terminé, disons, l'âge de la pensée magique, dans sa tendre enfance jusqu'à 7 ans, eh bien, ses pulsions se calment. Et c'est là qu'il peut mettre sa couronne pour développer tout le rayonnement de sa curiosité. Alors, les connaissances un peu plus abstraites, que ce soit sur la nature, que ce soit sur l'environnement qui l'entoure, sur comment on fait les bébés, sans rentrer dans un discours explicite et technique, mais qui est prêt à comprendre, par exemple, des bases en biologie, mais tout en respectant sa vulnérabilité. Fait que là, cette période de latence qui est considérée, disons, jusqu'à 10 ans, ben là, c'est là qu'il s'ouvre aux connaissances. C'est là qu'il y a un canal en l'intérieur de lui pour les asseoir. Et il y a une pensée beaucoup plus, disons, rationnelle, puis il peut plus se questionner sur le réel. Alors, sur ce qui l'entoure autour de lui. Alors ça ne veut pas dire qu'implicitement, je vais expliquer techniquement un discours sexuel de l'adulte que il faut un pénis qui rentre dans le vagin, puis que c'est très, tu sais, qu'on lui montre vraiment ce mouvement-là, puis cet aspect-là de la reproduction qui enlève tout, c'est-à-dire la beauté, la tendresse et l'imaginaire de l'enfant quand il part de ses propres questionnements, quand il est tout jeune, de comment on fait les bébés. Il y a toute une explication qui se fait et que l'enfant peut l'accompagner là-dedans. Alors après ça, après la période de latence, bien là on parle d'une période où les hormones embarquent, où la pensée abstraite se développe. Alors on parle d'un enfant qui a 10, 11, 12 ans. Et là, justement, cette puberté-là qui est en développement, qui s'incarne dans son corps, qui s'incarne aussi dans son développement cognitif, là, il est davantage disponible à comprendre quelque chose un discours d'où vient la reproduction, d'où vient l'espèce humaine. Alors, d'être rentré dans ces fonctions-là, disons, de mieux comprendre disons, la reproduction, la grossesse, tout ce qui est de l'éducation sexuelle qu'on a appris quand on était au secondaire à 12-13 ans, qu'on nous a dit qu'il fallait pas, si on avait une relation intime, c'est quoi avoir une relation intime, c'est quoi le consentement, c'est quoi les maladies transmises sexuelles. Fait que l'enfant, à cet âge-là, vers 12, 13, 14 ans, il est davantage disponible à l'entendre parce que ça fait partie peut-être de ses propres questionnements. Puis il est biologiquement prêt à en entendre parler. Alors, c'est ce que je voulais vous nommer. Puis, je veux vous nommer quelques citations du livre qui répondent vraiment à la question que l'enfant n'est pas un être sexualisé, est un être de sensorialité. Et comme parents, je pense, souverain, qui connaît le mieux notre enfant, on a disons, le devoir, la volonté de nommer qu'il y a une transgression de l'enfance,
d'emmener ce discours-là très tôt de la sexualité dès le préscolaire au Québec. Alors, dans les extraits que je vais vous lire de l'éducation sexuelle à l'école de Sophie Dugé, ça dit vraiment concernant que l'enfant naît sexualisé. Elle répond, elle dit premièrement que l'enfant ne peut pas comprendre le plaisir sexuel parce qu'il ne peut pas l'éprouver. Et ensuite, les enseignements à la sexualité dispensés à cet âge risquent de créer une infraction, une dissonance dans ce psychique fantasmatique qui est nécessaire aux enfants pour grandir. Alors, c'est comme une interruption, une transgression dans le développement de l'enfant, dans sa pensée magique, dans ses propres fantasmes, ses histoires qui se construisent. Alors, comment prendre position là-dessus comme parent en sachant que ça n'a pas sa place, ce programme-là, en ne respectant pas le développement naturel de l'enfant? Eh bien, c'est d'aller questionner, d'aller demander à l'enseignant de son enfant qu'est-ce qui va être enseigné, quel livre qui sera utilisé. D'aller questionner aussi les parents qui sont sur le conseil d'établissement si vous avez des inquiétudes. Eux sont les porte-parole des parents de l'école. Ils peuvent le nommer dans le conseil d'établissement. Et dans un conseil d'établissement de l'école qui est formé en grande majorité de parents, eh bien, il y a un parent qui est représenté dans le grand comité de parents du centre de service scolaire. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ce questionnement-là au comité de parents du centre de service scolaire en disant mes inquiétudes. Puis sans dire qu'on amène ce changement-là, mais au moins cette idée-là va faire sens chez certains parents, puis on pourra avoir cette ouverture de discussion, puis de créer ce cercle de discussion-là pour dire que ça, on n'est pas d'accord et ça n'a pas sa place. Alors, je pense aussi, en ayant un lien de confiance avec l'enseignant de son enfant, de comprendre un peu comment lui veut l'apporter, avec un certain discernement, que ça soit enseigné avec la littérature jeunesse, ou on peut expliquer nos inquiétudes, puis peut-être simplement dire, écoutez, moi je veux pas que mon enfant il soit exposé. Quand vous présentez ces notions, mais je vais le garder, je vais le retirer. Puis il peut avoir ces moyens-là qui soient pris. Mais bien sûr, ce qui arrive, c'est que chaque enseignant qui enseigne ce programme, bien, va le faire évidemment en suivant un programme, va le faire avec les moyens que l'équipe école a décidé. Mais c'est ça, c'est difficile à connaître tout comment ça sera explicité, comment ça sera présenté. Parce que tu peux avoir un enseignant qui a du discernement, qui comprend cette notion-là peut-être trop technique, trop directe, puis ça pourrait choquer certains enfants ou les marquer. Fait qu'elle va emmener peut-être justement la pensée magique dans ses explications, puis ça va respecter le développement de l'enfant. Mais il y en a d'autres qui peut-être ne se sentiront pas à l'aise, puis vont vouloir l'enseigner très rapidement, de manière très... c'est nommer les choses, puis de dire c'est comme ça, c'est ça que tu dois apprendre, c'est comme une espèce de vocabulaire, une technique. Fait qu'il n'y aura pas ce recul-là, disons, de penser que l'enfant a un développement naturel à respecter. Ensuite, comment je le vois, par des enseignants aussi qui sont, disons, influencés par des idéaux comme l'idéologie du genre, par le wokisme, tout ça, tout ce qui est aussi le transhumanisme, alors que l'humain doit évoluer, doit se transformer, puis que de toute façon, l'espace public est hyper sexualisé. Fait que cette question-là, que l'enfant n'est sexualisé, ne les questionne pas comme enseignant. Alors là, je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment... comment dire, questionné par le parent, parce que c'est difficile de... Fait qu'on peut questionner l'enseignant de son parent, c'est quoi sa vision de ce programme-là et comment ça va être démontré. Parce qu'il peut y avoir des histoires qui sont bien, mais il peut y avoir des histoires aussi qui sont traumatisantes, qu'on a parlé ici d'une effraction de l'enfant. Puis, ce qui serait pire à l'intérieur d'une école, c'est qu'on donne ce programme-là d'éducation en sexualité à des organismes qui sont spécialisés, qui sont souvent sous l'influence du lobby des LGBT+, machin.
Fait qu'eux, ils vont amener vraiment un discours très... ils vont amener ça comme un peu comme le conte d'une histoire par une drag queen, mais au lieu que ça soit ce personnage-là, drag queen dans l'école, dans la classe, ben là, ça va être une personne qui amène ces vérités-là de manière très, comment dire, en embellissant un bel emballage, puis en disant des idées qui ont une dissonance, puis que l'enfant va revenir avec des questionnements qu'il ne devrait pas se poser. Parce qu'eux, ils vont avoir un discours très orienté sur ces valeurs-là. Alors, sur la valeur que l'enfant est sexualisé, qu'il a le droit de choisir dans quel... qui peut se questionner son identité de genre, qui peut prendre, on peut parler d'orientation de genre, on peut parler de rôle sexuel chez l'enfant de n'importe quel âge. Alors, c'est un peu ça ma critique. Alors, on a un pouvoir, moi j'y crois, on a un pouvoir d'emmener le dialogue dans notre école, d'emmener le dialogue auprès de l'enseignant de son enfant. Alors, sur ce, c'est ce que je vais vous partager. Et surtout, conservez la pensée magique de votre enfant.